Dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, il y a 7 séquences. Une scène où on nous montre 2 bocaux en verre qui se remplissent péniblement de billes. Le bocal de gauche représente la production d'uranium enrichi et celui de droite, celle de plutonium. Enfin, à l'écran ça apparaît 30 secondes, ça paraît presque anecdotique, mais en réalité, derrière ce simple visuel, se cache rien de moins que toute une industrie improvisée à l'échelle d'un pays entier. Une industrie au sein de laquelle on retrouve le plus grand bâtiment du monde de l'époque, ou encore le tout premier réacteur nucléaire. Et cette scène, c'est pas un cas isolé. En creusant le film Oppenheimer, derrière chaque détail paraissant insignifiant, se cachent en fait des histoires fascinantes que Nolan n'a pas eu le temps de développer. Donc aujourd'hui, on va analyser ce film par le prisme de la science. Pas vraiment pour le debunk, parce qu'il est très correctement sourcé, mais plutôt pour déceler tous ces détails cachés qui, une fois mis bout à bout, font juste de ce biopic le meilleur support pour re-raconter la véritable histoire du projet Manhattan. Parce que oui, au-delà de Robert Oppenheimer, ce dont on va parler, c'est bien du projet scientifique secret le plus marquant de l'histoire. Un projet où ce qui se joue, c'est tout simplement la naissance du nucléaire, aussi bien militaire que civil. Fin dans cette vidéo, préparez-vous à reconstruire avec moi la bombe atomique afin de réellement la comprendre. Mais attention, cette histoire que je vais vous raconter, elle commence bien avant Los Alamos et l'étape finale de la bombe. Elle commence à Cambridge en 1925 avec Robert Oppenheimer. Un étudiant qui s'intéresse à une toute nouvelle branche de la physique qui vient de voir le jour. À l'époque que je vous raconte, beaucoup de choses qu'on pensait avoir comprises sur la lumière, la matière, la réalité, étaient en train d'être remises en cause au niveau fondamental. Ce qui voyait le jour, c'était la nouvelle physique, la physique quantique. Puisqu'après qu'Einstein ait transformé notre vision du monde aux grandes échelles en début de siècle, c'était à présent une toute nouvelle manière de concevoir l'échelle de l'infiniment petit qui voyait le jour. Un monde d'énergie et un paradoxe qu'il n'est pas facile pour tous d'accepter. Et comme on le comprend dans le biopic, la physique quantique a directement fasciné le jeune Robert Oppenheimer, sauf qu'il ne l'étudie pas encore pour l'instant. Non, il n'a encore que 24 ans et c'est juste un étudiant de Cambridge, certes brillant avec la théorie, mais pas tant avec le côté expérimental des sciences. Useless in the lab. Or à Cambridge, c'est bien la physique expérimentale qu'il étudie, une discipline qui donc ne lui correspond pas, d'autant qu'il a le mal du pays en Angleterre. Göttingen. Oui, son départ d'Angleterre était inévitable. Oppenheimer fit alors en Allemagne, à Göttingen, et c'est bien là-bas qu'il côtoiera les géants de la mécanique quantique, tous des futurs prix Nobel de physique. À commencer par Max Born, son directeur de thèse et surtout son mentor, ou encore Paul Dirac, juste à côté d'Oppenheimer sur cette photo. Et enfin, un personnage présent dans le film cette fois-ci, Werner Heisenberg, prix Nobel de physique 1932 pour, je cite la source officielle, la création de la mécanique quantique. Enfin, vous comprenez qu'on est dans une période très spéciale pour les sciences où on réalise que le monde n'est plus si prédictible qu'on l'imaginait. Il devient statistique en quelque sorte. Et ça le fascine Oppenheimer. Il se sent bien à Göttingen, il est comme au bon endroit, au bon moment. Là où on comprend que la physique vient de changer de langue. Car Robert Oppenheimer n'est pas si différent de tous ces génies qu'on a cités. Il est également de ceux qui ont une très bonne manière de sentir la physique. Il est lui aussi de ceux qui ont toujours de bonnes intuitions quand il s'agit de comprendre notre monde. Mais malgré toute cette effervescence, à la fin de ses études postdoctorales en Europe, il juge qu'il est préférable de rentrer chez lui. Car non, il n'est pas européen, il a grandi à New York au sein d'une famille aisée. Toutefois, ce n'est pas à New York, mais bien en Californie qu'il posera ses valises. Et ce, avec la ferme intention d'importer tout ce savoir qu'il a acquis en Europe. En effet, à cette époque, il est l'un des rares Américains à maîtriser la nouvelle mécanique quantique, donc il compte bien propager ce savoir théorique dans son propre pays. I thought Berkeley had the leading theoretical physics department. Yes, once I built it. C'est ainsi qu'à Berkeley et à Caltech, dans les années 30, le professeur Oppenheimer délivre des cours de physique quantique décrits comme passionnants par ses élèves. Il sait parler, il sait convaincre les gens. Et en parallèle de l'université, Opie, comme il est surnommé, s'illustre même avec des travaux pionniers en astrophysique sur l'effondrement des étoiles. Des recherches qui frôlent la découverte théorique des trous noirs comme l'insinue le biopic. Mais pour autant, le monde va mal. Un dictateur dirige l'Allemagne depuis 1933 et la situation ne tarde pas à s'envenimer en Europe. Sauf qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, le début de la guerre n'est peut-être même pas l'événement le plus marquant de cette période.
En effet, un an plus tôt, en 1938 en Allemagne, un autre événement va faire basculer l'histoire. Un événement qui fera que plus que jamais, les scientifiques joueront un rôle majeur dans la guerre qui se profile. Mais avant de poursuivre avec toute l'histoire du projet Manhattan, faut que je te parle d'un autre projet pas mal différent. Parce que oui, il y a quelques mois, j'ai quitté mon CDI pour me lancer à temps plein sur mes vidéos YouTube. Et même si c'est beaucoup de travail, j'aime bien ça. Sauf une chose, l'administratif. Parce qu'une entreprise, c'est aussi beaucoup ça, surtout au moment de sa création. Donc quand j'en étais encore là, j'aurais bien aimé connaître Legal Place. Legal Place, c'est la plateforme pour créer son entreprise en France. 13% des créations d'entreprises françaises passent par eux aujourd'hui. Parce que c'est simple, tu réponds à quelques questions en ligne et Legal Place se charge du reste. Statut juridique le plus pertinent pour toi, vérification du dossier, aide au dépôt de capital, immatriculation, tout est géré. Conclusion, ça te prend 10 minutes au lieu de plusieurs heures de galère. D'autant que Legal Place, c'est pas que ça. Ils sont aussi experts comptables en ligne et te proposent un comptable dédié sur leur plateforme ainsi qu'un logiciel pour gérer toutes tes factures et devis. Donc si ta résolution 2026 c'est de te lancer, crée ton entreprise en quelques clics avec Legal Place. Et pour ça, profite de moins 15% de réduction avec mon code promo GOTABOR. Le lien est en description. Merci à Legal Place, on peut retourner à notre histoire. Parce qu'en 1938, on disait « Un événement va changer le cours de la guerre ». Ce que vous voyez là, c'est une lettre signée par Albert Einstein destinée au président des États-Unis. Rien que ça. Mais alors, qu'est-ce qui a pu mener à une telle situation ? They've done it. Hahn and Strassmann in Germany. They split the uranium nucleus. Oui, en décembre 1938, à Berlin, c'est la première fission nucléaire qui est expérimentée, un phénomène qui sera interprété quelques semaines plus tard en Suède. C'est-à-dire qu'en bombardant un noyau d'uranium avec un simple neutron, après analyse des produits de réaction, on constate qu'on a obtenu du barium et du krypton. Et ça, c'est très surprenant, parce qu'à cette époque, certes, on a compris la structure du noyau atomique, composé de neutrons et de protons chargés positivement, mais en bombardant un atome avec un neutron, on s'attend à ce qu'il s'alourdisse, à ce que le neutron s'y agrège. Sauf que non, cette fois-ci, l'atome s'est fissuré. Et plus surprenant encore, la masse des produits obtenus est inférieure à la masse de l'atome d'uranium qu'on avait initialement. Or, rien ne se perd dans notre monde, donc si nos produits sont plus légers que nos réactifs, c'est qu'une partie de notre masse a été convertie en énergie. Et vous la connaissez cette équation d'Einstein, ce qu'elle nous dit, c'est qu'aussi petite soit la masse qui disparaît, on parle tout de même d'une libération d'énergie astronomique, surtout à l'échelle d'un atome. Enfin naturellement, cette découverte fit vite le tour du monde, et cette nouvelle était si folle que le physicien Luis Alvarez, encore un futur prix Nobel, en l'apprenant dans le journal, il va tout simplement quitter le barbeur au milieu de sa buzzcut pour courir partager l'info au labo de radiation de Berkeley, de quoi effectivement faire réagir Oppenheimer avec ces mots. They did it. They split the atom. It's not possible. Mais bien sûr, ça ne lui paraîtra impossible que jusqu'au jour suivant, où ce même Alvarez réussira bien à reproduire l'expérience de fission dans son laboratoire pour en partager les résultats à Oppenheimer. Next door. Alvarez did it. And look, these fission pulses, they're massive. Maintenant, ce que je vous ai pas dit, c'est que certes, la fission engendre de nouveaux noyaux et beaucoup d'énergie, mais aussi potentiellement d'autres neutrons. Et ça change tout, parce que ces autres neutrons, qu'est-ce qui leur empêche d'aller à leur tour percuter d'autres noyaux pour répéter le processus ? Oui, la découverte de la fission donne immédiatement l'idée que ce qu'on appelle une réaction en chaîne est possible. Extra neutrons boil off, which could be used to split other uranium atoms. Chain reaction. Un phénomène qui n'est pas forcément mauvais après tout, puisque cette réaction, si on parvient à la contrôler, on vient juste de découvrir une toute nouvelle manière de créer de l'énergie. Le problème, c'est que cette réaction, on peut aussi décider de ne pas la contrôler. Et dans ce cas, c'est une énergie si démesurée qui serait libérée que oui, effectivement. What do we all think? A bomb. Bon, tout ça paraît très soudain, mais en réalité, cette idée de réaction en chaîne, elle est pas si nouvelle. Par exemple, un physicien qu'on retrouve dans le biopic, Léo Szilard, il conceptualisait ce concept depuis des années. Donc forcément, au moment où ça se concrétise avec l'uranium, il s'empressera d'écrire une lettre au président des États-Unis dans laquelle il décrit le risque de ce nouveau type de bombe extrêmement puissante. Et oui, comme on le voit sur ces images, cette lettre, il convaincra bien Albert Einstein de la signer pour plus d'impact. I know what the project is.
really. We've all heard about Einstein and Zillert's letter to Roosevelt warning him the Germans could make a bomb, and I know what it means for the Nazis to have a bomb. Malgré tout, au début, l'impact du courrier sera très minime, hormis la création d'un comité consultatif sur l'uranium, auquel un budget de 6 000 $ est alloué pour poursuivre ses travaux de recherche. Donc pas ouf, mais pas si étonnant, parce que déjà les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, et surtout parce qu'à ce stade de l'histoire, la fission c'est tout nouveau, donc fabriquer une bombe, on sait juste que c'est possible théoriquement, mais il y a encore plein de questions qui se posent. Typiquement, pour fabriquer une bombe, l'explosif qu'il nous faut, c'est de l'uranium. Mais le truc, c'est que dans la nature, l'uranium qu'on trouve est composé à 0,7% d'uranium-235 et surtout à 99,3% d'uranium-238, l'isotrope avec 3 neutrons de plus. Et ça, c'est un très gros problème pour notre bombe, parce que pour avoir une réaction en chaîne, il faut que, en moyenne, chaque fission engendre au moins une fission supplémentaire. Un critère qu'on formalise souvent avec un facteur de multiplication noté K. Genre si K est inférieur à 1, la réaction en chaîne est dite sous-critique et va s'éteindre rapidement, alors que s'il est supérieur à 1, la réaction en chaîne est surcritique et elle va croître exponentiellement. Or le truc, c'est que dans l'uranium naturel, d'un côté U-235, il fissionne efficacement et produit des neutrons qui relancent la chaîne, donc c'est positif, mais il est en minorité. Alors que celui qui est en majorité, U-238, lui, il a plutôt tendance à absorber les neutrons qu'il reçoit sans fissionner. Ce qui, vous le comprenez, retire des neutrons utiles et fait baisser K. Enfin voilà pourquoi un assemblage avec un uranium proche du naturel, donc surtout U-238, va avoir tendance à pomper les neutrons utiles et empêcher la réaction en chaîne de prendre efficacement. Tout ça, ce que ça signifie, c'est que notre seule chance de pouvoir faire une bombe, c'est d'isoler suffisamment d'uranium-235. Suffisamment parce que oui, la quantité compte aussi. En effet, si on a de l'uranium enrichi mais qu'on n'en a pas assez, les neutrons créés par fission, ils vont juste passer à côté, s'échapper au lieu de créer de nouvelles fissions. Et on restera encore sous critique. Donc là, avec ce constat, vous me direz, go, on extrait un max d'U-235 et on voit ce qui se passe. Alors oui, se créer un bloc de matière avec majoritairement de l'uranium-235, c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on le ressent pas trop dans le biopic, où sa fabrication à l'U-235 est juste symbolisée par des billes qui remplissent un bocal, mais comme on va le voir, le simple fait d'en extraire quelques kilos, c'est déjà un chantier de plusieurs années à l'échelle de tout un pays. C'est contre-intuitivement très compliqué à faire. La vraie question c'est donc, quelle quantité d'uranium-235 nous faut-il pour pouvoir créer une bombe transportable? Parce que si la réponse c'est 1 tonne par exemple, on n'en réunira jamais autant rapidement, et surtout la bombe sera pas transportable par avion, donc ça sert même à rien d'entreprendre quoi que ce soit. Sauf qu'heureusement, la réponse à cette question de masse critique, on a pu l'obtenir assez vite dès 1940 grâce à 2 physiciens réfugiés en Angleterre. En effet, dans un mémo qui porte leur nom de famille, Otto Fritsch et Rudolf Perls démontreront que, contrairement aux idées reçues, dans une configuration optimisée, une dizaine de kilogrammes d'uranium enrichi suffirait à provoquer une explosion nucléaire. On parle de configuration optimisée car la masse critique n'est pas une constante, elle dépend de la forme du matériau, de sa densité, de son enrichissement, de la présence d'un réflecteur autour ou non. Enfin, même si elle reste approximative, ces premières estimations suffiront à convaincre les décideurs. Une bombe atomique transportable par avion est industriellement plausible. D'autant qu'à ce stade, Pearl Harbor a eu lieu, les États-Unis sont en guerre, donc la lettre d'Einstein peut enfin avoir l'impact espéré. Pour ne pas laisser les Allemands mettre la main sur cette arme avant eux, les Américains lancent un programme secret pour développer la bombe. C'est le projet Manhattan. Pour le mener, une organisation militaire solide est mise en place. Et côté armée, c'est le général Leslie Groves qui dirigera le tout. Ingénieur de formation et militaire de carrière, il est décrit comme autoritaire, parfois colérique, mais doté d'une intelligence décisionnelle très forte. Enfin, je vous laisse lire sa description, cette phrase m'a beaucoup fait rire en tout cas. Maintenant, au-delà de cette organisation militaire, il faut aussi une organisation scientifique très complexe, au sein de laquelle un certain Robert Oppenheimer est nommé pour diriger la conception de la bombe. Un choix surprenant, déjà parce qu'il n'a jamais dirigé de projet industriel, aussi parce qu'il est surveillé pour ses idées communistes, et enfin parce qu'Oppenheimer et Groves ont des tempéraments très opposés sur le papier. Mais bon, Groves veut quelqu'un qui certes est capable de comprendre les équations, mais aussi les hommes. Et il le sent, Oppenheimer a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a cette vision d'ensemble. But I can run the Manhattan Project.
Maintenant, bien que son rôle soit central à Oppenheimer, au final, il est juste le grand chef de ce qui se passe à Los Alamos, un lieu qui rien que dans les budgets ne représente finalement qu'une petite partie du projet. Autrement dit, la bombe c'est que l'étape finale du process. Avant ça, fallait déjà approfondir la théorie comme on l'a vu, et entre les deux, fallait surtout obtenir l'explosif, la matière fissile de cette bombe. Or justement, cet aspect est très peu exploré dans le film, alors qu'il représente probablement le plus gros défi du projet. Bon, en vrai c'est normal, ça reste un biopic sur Oppenheimer, mais pour comprendre correctement Los Alamos, je pense que c'est indispensable d'aller avant explorer ces autres lieux où des milliers de personnes allaient bientôt travailler pour un programme secret, sans même parfois savoir ce à quoi il servait. Cette carte, c'est celle des principaux lieux importants du projet Manhattan. Donc oui, on saisit mieux l'ampleur du projet, mais dans le film, tous ces lieux sont synthétisés en 5 points principaux. All America's industrial might and scientific innovation connected by rail, focused on one goal, one point in space and time, and it comes together here. Yes, alors que jusqu'ici on avait en tête le plan d'action simplifié, on a maintenant le plan géographique simplifié. En haut, les labos de Berkeley et Chicago seront des lieux d'études théoriques et de prototypage. En bas, Oak Ridge et Stanford seront ceux où on obtiendra la matière fissile dont on a besoin. Et enfin, Los Alamos, le centre géographique et stratégique, sera l'étape finale, la fabrication de la bombe. Or, ce qu'on a dit, c'est que l'étape 2 était probablement la plus complexe. Mais alors, c'est quoi le problème ? I thought problem number 1 would be securing enough uranium ore. 1,200 tons, bought the day I took charge. Le problème, c'est pas le minerai, c'est de trouver un moyen intelligent de séparer ces deux isotropes pour obtenir un maximum d'uranium-235. Parce qu'a priori, il n'y a aucune réaction chimique qui permet de faire ça. Non, la seule chose exploitable, ce serait un procédé physique qui utilise l'infime différence de masse entre les deux éléments. Mais le truc, c'est qu'en 1942, les techniques modernes pour enrichir l'uranium comme la centrifugeuse, c'est pas encore au point. À vrai dire, aucune méthode industrialisée n'existe vraiment pour enrichir l'uranium. Du coup, comment on fait ? Bonne question. Réponse courte, on construit K25, le plus grand bâtiment du monde à l'époque, 178 000 m² pour encore mieux réaliser l'ampleur du projet. Ce bâtiment, c'est l'un des principaux du site d'Oak Ridge dans le Tennessee, et son objectif, c'est donc de prendre le minerai et de le transformer en uranium enrichi à 90%, le chiffre recherché pour une bombe. Du coup, d'après vous, c'est quoi la première étape à faire sur notre minerai ? Vous vous doutez bien qu'on va pas l'extraire à la pioche U235, donc faut commencer par le transformer en gaz. Et ce, en utilisant la molécule d'hexafluorure d'uranium UF6. Optimale car contenant un atome d'uranium et étant gazeuse à des températures raisonnables. On se retrouve alors avec un gaz qui contient des U235 et des U238. Or, en faisant passer ce gaz à travers une barrière métallique poreuse et extrêmement fine, on constate que les molécules plus légères du 235 passent un tout petit peu plus facilement à travers ces pores. Bon, après un passage, c'est vraiment très minime ce qu'on gagne, mais petit à petit, si on répète l'opération des milliers de fois avec notre gaz un tout petit peu plus enrichi à chaque étape, on peut espérer atteindre le résultat souhaité. Cette méthode d'enrichissement, on l'appelle la diffusion gazeuse. Did he mention gaseous diffusion? Mais là, je vous la représente de manière un peu faussée, ça paraît simple, alors qu'en réalité, voilà à quoi ressemble l'intérieur du grand bâtiment. Chaque cellule est accompagnée de gros compresseurs, de pompes, de moteurs, et tout ça des milliers de fois. Parce que l'objectif, c'est de créer une espèce de circuit d'enrichissement où notre uranium rentre à un endroit et ressort un peu plus enrichi à un autre. Oui, avec ce procédé, il en faudrait des milliers d'étapes comme celle-ci pour espérer atteindre un enrichissement à 90%. Voilà pourquoi la réalité de K25, c'est plus qu'on en ressortait avec de l'uranium enrichi à 20-25%. Ce qui, vous le comprenez, n'est pas suffisant, d'où le fait que cet uranium préenrichi devait ensuite être envoyé dans un autre bâtiment, le bâtiment Y12, toujours sur le site d'Oak Ridge, où on finalisait l'enrichissement. Et à Y12, oubliez la diffusion gazeuse, puisque c'est un tout autre type de procédé qui est utilisé pour isoler U235, ce qu'on appelle la séparation électromagnétique. Putain, c'est quoi ça ? Il s'agit d'un procédé assez complexe dont la première étape consiste tout simplement à ioniser l'uranium, le transformer en particules chargées.
Puis, les cations ainsi obtenus sont alors accélérés et envoyés dans un champ magnétique, un environnement dans lequel les trajectoires se courbent et où, comme vous le voyez, les ions plus légers du 235 sont déviés un tout petit peu plus que ceux du 238. Ainsi, en plaçant des collecteurs aux bonnes positions, on peut théoriquement récupérer séparément les ions U235. Bon, dit comme ça, c'est très schématique, mais voici le dispositif qui permettait de faire tout ça. C'est ce qu'on appelle un calutron. Et ce fut un projet très complexe et coûteux à mettre en place. Mais heureusement, on partait pas de rien pour le conceptualiser. We're building a machine to accelerate electrons. Magnificent. Would you like to help? Oui, dans le biopic, on nous présente le cyclotron, donc un tout nouvel accélérateur de particules qui a effectivement pu servir de base pour concevoir le prototype de ce calutron. En effet, ces deux inventions au nom un peu similaire sont à l'origine de la même personne, Ernest Lawrence, prix Nobel de physique 1939 pour son invention du cyclotron. Vous comprenez donc que Lawrence a eu un rôle important dans le projet Manhattan, et c'est bien retranscrit dans le film, c'était effectivement un proche d'Oppenheimer, et c'était lui qui dirigeait le laboratoire de radiation de Berkeley. Oui, Berkeley, l'un des 5 lieux de notre schéma simplifié. Et avec cet exemple du calutron prototypé à Berkeley, on comprend mieux l'importance de ce réseau entre des laboratoires expérimentaux et des sites industriels. Maintenant, je tiens quand même à préciser que mon schéma qui ordonne ces phases d'enrichissement de l'uranium, c'est plus pour vous faire comprendre le truc. En théorie, on misait plus sur la diffusion gazeuse, donc K25, sauf qu'il ne sera pleinement opérationnel qu'en 1945. Donc effectivement, dans les faits, on lance des solutions en parallèle qui se complètent pour rentrer dans nos délais serrés. Sur ce, pour en finir avec Oak Ridge, faut comprendre que l'importance industrielle du site fait qu'il a dû accueillir sur un temps court une grosse population non prévue. Donc, il a fallu y construire une ville complète depuis zéro, avec des maisons démontables comme celle-ci et toutes les commodités nécessaires, puisque le but, c'était bien d'accueillir des familles complètes, étant donné que les femmes jouaient elles aussi un rôle très important là-bas. Oui, cet aspect ville secrète construite depuis zéro qui est très mis en avant dans le film pour Los Alamos, il est tout autant vrai pour Oak Ridge. Bref, tout ce schmilblick pour quelques kilogrammes d'uranium enrichi donc. Un défi technique qui, comme on l'a vu, nous est retranscrit dans le film par des bocaux en verre qui galèrent à se remplir de billes. And the Hanford plant made this much plutonium. Et avec cet extrait, faut pas oublier qu'on va faire 2 bombes différentes, une à base d'uranium et l'autre à base de plutonium. Donc avant de se rendre à Los Alamos pour l'étape finale, laissez-moi vous emmener sur le site d'Hanford, le dernier lieu clé qui selon moi est le plus passionnant. Parce que ce qui se joue là-bas c'est historique, étant donné que ça va nous mettre sur la route du tout premier réacteur nucléaire. Dr. Fermi. Come stai? Va bene? Dans le film, il y a ce moment où Oppenheimer quitte Los Alamos pour aller à Chicago rendre visite à 2 personnes. La première, c'est Léo Szilard, le gars de la lettre signée par Einstein, et l'autre, c'est Enrico Fermi, prix Nobel de physique 1938 pour des contributions liées au nucléaire. Et au moment où il arrive à Chicago, Oppenheimer, voilà ce que lui présentent les 2 scientifiques. Are you gonna try it out? We did. The first self-sustaining nuclear chain reaction. Didn't Groves tell you? No. Oui, le 2 décembre 1942, CP1, la Chicago Pile 1, prouve ce qu'on pensait et craignait. Une réaction en chaîne contrôlée était possible. Ce qui est déjà énorme, mais ce premier réacteur, ce n'était qu'un prototype servant à prouver le principe. L'étape suivante, c'était maintenant d'industrialiser notre idée. Parce que Chicago, comme Berkeley, ça reste du labo. Pour passer à l'échelle supérieure, faut retourner à Oak Ridge en fait. En effet, c'est d'abord sur ce site qu'on vient d'explorer qu'a été construit X10, le premier réacteur fait pour fonctionner en continu. Mais alors, pour faire quoi? Pour produire de l'électricité comme les réacteurs qu'on connaît aujourd'hui? Non, à ce moment-là, notre objectif c'est de remplir le deuxième bocal avec du plutonium. Or, produire du plutonium, c'est bien avec ce type de réacteur qu'on va le faire. Et oui, il paraît complexe ce schéma, mais pas de souci, vous allez tout comprendre, parce que tel Senku dans Dr Stone, on va tout simplement les reconstruire ensemble depuis zéro, ce réacteur et sa réaction en chaîne. Et pour atteindre cet objectif, déjà, on a de l'uranium à disposition. Des barres d'uranium naturel, on va pas prendre l'enrichi qu'on est en train de galérer à produire à Oak Ridge.
Mais le problème, c'est qu'avec nos barres d'uranium nues, la réaction en chaîne ne part pas. Notre coefficient K reste inférieur à 1. Pourquoi ? Parce que tel quel, les neutrons produits par les fissions, ils sont trop rapides. Donc en gros, soit ils s'échappent, soit ils peinent à fissionner les noyaux qu'ils rencontrent. Enfin, le constat, c'est qu'on ne produit pas suffisamment de nouvelles fissions utiles pour espérer avoir une réaction en chaîne. Et donc si le problème c'est que les neutrons sont trop rapides, ce qu'on doit faire, c'est logiquement les ralentir. C'est là que le graphite intervient. Oui, comme on le voit, nos barres d'uranium sur le schéma, elles sont en fait insérées dans des blocs de graphite. Et ça, c'est pas anodin. Le graphite, il joue en fait le rôle de modérateur, c'est-à-dire qu'il ralentit les neutrons produits par chaque fission. Ainsi, une fois ralentis, ces neutrons thermiques deviennent beaucoup plus efficaces pour provoquer de nouvelles fissions dans les noyaux en présence. Cette idée de différents comportements entre neutrons lents et neutrons rapides pour U235, même si je la simplifie, vous pouvez la constater sur cette courbe. On y voit bien que les noyaux ont plus de chances de fissionner avec des neutrons lents qu'avec des neutrons rapides. D'où le besoin de ralentir, ou plutôt de thermaliser, les neutrons avec notre modérateur. Et maintenant qu'on a compris le rôle du graphite, on peut en revenir une dernière fois à notre schéma pour le rendre encore plus juste en insérant ces barres de contrôle. À savoir un autre matériau qui joue un peu le rôle de bouton on-off. En effet, cette barre, elle a tendance à capter des neutrons, donc sa présence empêche la réaction en chaîne, alors qu'en la retirant, les neutrons sont à nouveau libres de circuler et peuvent aller fissionner des atomes. Ok, c'est top, on a des barres d'uranium naturel insérées dans des blocs de graphite, le tout avec une géométrie optimisée qui permet une réaction en chaîne, mais du coup, il est où le plutonium là-dedans ? Oui, on fait quand même tout ça pour en produire de base. Et la réponse, c'est que le plutonium, il va finir par arriver. En effet, dans nos barres d'uranium, certes, il y a des fissions qui se produisent, mais il y a aussi beaucoup d'atomes d'uranium-238 qui sont juste en train de capturer des neutrons, et qui vont donc se transformer en uranium-239. Or le truc avec cet isotope, c'est qu'il est instable, donc naturellement, au bout de quelques minutes, il va se désintégrer en neptunium-239, un autre atome qui lui aussi va au bout de quelques jours cette fois-ci, naturellement devenir du plutonium-239. C'est du plutonium que t'as sur les lèvres. Enfin, vous comprenez maintenant le principe global de ce réacteur. Ce qu'on fait, c'est qu'on y charge des barres d'uranium, on les laisse s'irradier pendant quelques jours ou semaines, et on finit ainsi par retirer des barres qui contiennent, entre autres, du plutonium. J'ajouterais d'ailleurs qu'au lieu du graphite, on pourrait aussi utiliser l'eau lourde, qui a également la propriété de ralentir les neutrons et qui était testée dans d'autres programmes en Europe, d'où cette mention dans le film. He seemed more focused on heavy water. As a moderator. Yes, instead of graphite. Et au passage, vous saisissez également mieux pourquoi on nous parle de neutrons lents, neutrons rapides dans le biopic. Our fast neutron research took 6 months. Bref, voilà comment à partir de novembre 1943, on produit nos premiers grammes de plutonium à Oak Ridge avec le réacteur X10. Sauf que pour le remplir, notre bocal, il nous en faut bien plus de plutonium. Et pour ça, c'est plus à Oak Ridge que ça va se passer, mais c'est bien sur le dernier site, celui d'Hanford. En effet, à partir de fin 1944, c'est là-bas qu'on industrialise la production de plutonium en construisant d'énormes réacteurs modérés au graphite, à commencer par le réacteur B, puis tous les autres qui suivront, le tout pour produire les quelques kilogrammes de plutonium dont on aura besoin. Enfin voilà comment sur le site d'Hanford également, on va à nouveau être amené à construire une ville fermée depuis zéro dédiée uniquement à ces projets. Une ville où des dizaines de milliers de travailleurs allaient affluer pour mener à bien les missions le plus vite possible. Et parmi les bâtiments du site d'Hanford, on retrouvait également ces autres bâtiments, eux aussi dédiés à la production de plutonium. Pourquoi ça ? Je vous l'ai dit, en sortie des réacteurs graphite, seule une petite partie de l'uranium-238 est transformée en plutonium. Le reste, c'est de l'uranium et d'autres impuretés qui nous intéressent pas. Donc il y a bien encore des procédés chimiques lourds à faire en sortie de réacteur pour traiter le combustible irradié. Et c'est seulement après ça qu'on obtient le tant convoité plutonium. Mais bon, ce que je vous dis pas pour l'instant, mais on va très vite le voir avec la partie sur la bombe, c'est qu'en réalité, il est plutôt décevant, le plutonium qu'on produit. Enfin, ça reste un problème pour plus tard. À ce stade, on a bien rempli nos deux bocaux, celui de gauche avec la filiale Uranium-235 de Oak Ridge et celui de droite avec la filiale Plutonium de Hanford. Il est enfin temps d'aller fabriquer nos bombes à Los Alamos.
Ce design de la bombe du film, qu'on a tous en tête, très géométrique, il est effectivement inspiré du vrai modèle construit en 1945. Et malgré sa simplicité apparente, c'est un véritable défi d'ingénierie qui se cache derrière. Mais avant de revenir sur cette dernière histoire qui a failli tout faire foirer, faut déjà comprendre Los Alamos, l'endroit central où nos routes se croisent géographiquement et où convergent toutes les étapes du projet Manhattan. Ici, on est au milieu du désert, pratique pour la discrétion et pour nos futurs tests, mais un peu insolite. Et ça, c'est parce que c'est à l'initiative d'Oppenheimer lui-même que ce lieu fut choisi, car il le connaît bien, il y a passé beaucoup de temps durant son enfance, dans son ranch familial. Bref, le projet à Los Alamos, c'est encore de bâtir une ville depuis zéro pour accueillir les meilleurs scientifiques du pays. Tant de personnes réunies avec un seul objectif, fabriquer 2 bombes. Little Boy, une bombe à l'uranium, et Fat Man, une autre au plutonium cette fois-ci. Sauf que là où l'obtention de l'uranium enrichi semblait plus complexe que celle du plutonium, bah pour les bombes, c'est l'inverse. Little Boy sera plus simple à concevoir que Fat Man. En effet, pour la première, c'est la très intuitive méthode canon qui sera retenue. I call this shooting. You fire a chunk of fissionable material into a larger sphere with enough force to achieve criticality. What do we think? Anyone? Oui, pour déclencher une explosion nucléaire, ce qui va compter, c'est de rassembler suffisamment de matière fissile le plus vite possible pour atteindre la criticité. Donc l'idée, c'est tout simplement de prendre 2 parties qui séparées sont subcritiques, puis de les rassembler très rapidement pour former une masse supercritique. On notera d'ailleurs la simplicité du mécanisme utilisé dans Little Boy. Avec ce canon qui va tout droit, on sait détenir une solution qui minimise les chances d'échec. On est d'ailleurs si sûr que ça va marcher qu'aucun test n'est en fait prévu pour cette technologie. Bon ok, c'est aussi et surtout parce qu'on n'avait pas assez d'uranium enrichi pour un test. Tout passait dans Little Boy et ses 64 kg d'uranium enrichi. Après, quand je dis que c'est simple, on s'entend, hein. Ça a tout de même demandé des calculs très précis à la prestigieuse division T de Los Alamos, la division théorique dirigée d'une main de maître par Hans Bethe, qui pouvait aussi compter sur le célèbre Richard Feynman. Oui, ça commence à faire beaucoup de beau monde sur le projet Manhattan. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir avec cette division théorique, c'est qu'en août 1944, elle a été profondément réorganisée par Oppenheimer à cause d'un très gros problème de dernière minute, non pas lié à l'uranium, mais bien au plutonium de la deuxième bombe. Le problème, c'était pas la quantité de plutonium produite, on en fabriquait plus facilement que l'uranium, d'autant qu'il nous en fallait largement moins. Non, le problème est survenu quand on a remarqué que le plutonium qu'on avait commencé à produire dans le réacteur X10, bah il se comportait pas comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que sa teneur trop grande et non désirée en plutonium 240 lui donnait une tendance à provoquer plus de fission spontanée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Les fissions spontanées, c'est des noyaux qui se divisent tout seuls sans apport d'énergie extérieure. Pour comparer, avec l'uranium de notre première bombe, on avait environ 70 neutrons par seconde en fission spontanée, alors qu'avec un plutonium contenant ne serait-ce que 0,1% de plutonium 240, bah c'est à 10 000 neutrons par seconde auquel il fallait s'attendre. Et ça, bah c'est problématique. Pourquoi ? Bah parce qu'avec ce design de canon, si on a trop de fission spontanée, ça peut entraîner ce qu'on appelle une prédétonation. Genre avant même que nos 2 masses soient rassemblées, la réaction s'emballe et donc forcément, notre bombe est un gros flop. Sauf qu'on dépense pas des milliards de dollars pour faire un flop. Donc pour la bombe au plutonium, on ne peut pas garder ce design en canon. Il nous faut une autre solution. Or il se trouve qu'additionner des masses, ce n'est pas la seule manière d'atteindre la criticité. Pour ce faire, on peut aussi jouer sur la densité. Genre si une masse sous-critique de plutonium peut être compressée très rapidement, sa densité augmentera bien jusqu'à devenir critique. Voilà d'où vient l'idée d'une bombe à implosion. I've been thinking about implosion. Explosives around the sphere blast inwards, crushing the material. I'd like to investigate that idea. I'll talk to Ordnance, get you blowing things up. Oui, c'est dit l'air de rien dans le biopic, mais cette solution c'est pas un choix, c'est une contrainte décidée sur le fil en improvisant, ce qui forcément va nous donner du fil à retordre. Parce que certes, sur le papier ça paraît simple, on place le cœur fissile au centre, puis en déclenchant une charge explosive disposée tout autour, on écrase ce cœur de façon ultra rapide et surtout symétrique. Enfin ça marche très bien en théorie, mais en pratique, bah tous les premiers essais étaient désastreux. Tout simplement parce que les explosions n'étaient jamais assez symétriques pour provoquer une compression homogène et uniforme. Et face à ce problème, c'est le mathématicien John von Neumann qui trouvera une solution, un des principaux experts de l'époque en matière d'explosifs.
You know explosives better than anyone in the world. Sa solution, c'est l'astuce des lentilles explosives, une idée qui, comme son nom l'indique, vient d'un parallèle entre notre situation et un problème d'optique. Oui, les problèmes sont analogues. Pour la bombe, c'est des ondes de choc qu'on veut faire converger, et dans un problème d'optique, c'est la lumière. Or là où en optique, c'est avec des lentilles qu'on fait converger des rayons, bah pour la bombe, ce sera aussi du coup avec des lentilles explosives qu'on fera ça. Concrètement, ce qui est proposé, c'est de façonner les explosifs eux-mêmes, donc de combiner des couches d'explosifs lents et rapides pour retarder ou accélérer localement l'onde de choc afin qu'elle converge bien au bon moment, pour une compression parfaitement homogène du cœur. Enfin voilà comment cette référence à des lentilles explosives prend tout son sens dans le film. Bon, après, toujours le même problème. Sur le papier, la théorie de von Neumann, elle est parfaite, mais pour ce qui était de la construction, ça a été autre chose. Oui, fabriquer des lentilles complexes avec de nouveaux explosifs, synchroniser leur détonation à la microseconde près, trouver des méthodes de diagnostic pour comprendre nos erreurs alors que tout disparaît en quelques microsecondes. Enfin, vous comprenez mieux le cauchemar industriel et expérimental que c'était. Une idée qui est quand même un peu retranscrite dans le film, où on nous parle bien de l'importance des tests à blanc des explosifs, et où cette étape semble effectivement être assez bloquante puisqu'elle prend beaucoup de temps. Bref, c'est par rapport à toutes ces incertitudes liées à la bombe au plutonium que Fat Man, contrairement à Little Boy, il a fallu confirmer qu'elle fonctionnerait bien grâce à un test réel. On est le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, il est 5h29 du matin, le compte à rebours s'achève et Trinity libère sa puissance. Ok, voilà pour la vidéo qui était probablement la plus longue de ma chaîne. Je vous laisse me faire des feedbacks sur le format en commentaire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la faire parce que j'adore le film et le livre qui a servi à le documenter. Donc aussi, comme il y a toute une dimension du film qui n'a pas été explorée dans la vidéo, il y aura potentiellement une autre sur Oppenheimer. En attendant, n'oublie pas que si tu veux te lancer prochainement, tu peux utiliser Legal Place pour créer ton entreprise en quelques clics et profiter de moins 15% avec mon code GOTABOR. Tout est en description. Merci pour cette fin d'année, je compte sur vous pour faire vivre cette vidéo et on se dit à 2026.